Nous avons très vite compris que comme il n'y avait ni cure ni vaccin contre cette maladie, il fallait adopter des mesures de distanciation sociale ainsi que d'autres mesures qui nous permettent de rester loin de ce virus. Et parmi ces mesures, il y a eu la fermeture de plusieurs endroits, les lieux de culte, incluant les écoles et les universités. C'est une mesure que nous saluons, une mesure qui est salutaire parce qu'elle a permis d'épargner les enfants. Les scientifiques disaient que les enfants étaient moins affectés, mais ils pouvaient être des porteurs qui pourraient transmettre très rapidement cette maladie à leurs parents, à leurs proches qui sont plus âgés et pour lesquels les complications peuvent être plus importantes. Donc, que les gouvernements africains aient décidé très vite de fermer les écoles au vu de l'arrivée de la pandémie sur le continent, c'était une très bonne mesure. Par contre, cette mesure a eu des conséquences. La conséquence immédiate, c'est la déscolarisation d'un certain nombre d'enfants qui avaient l'opportunité d'aller à l'école. Nous avons déjà certainement beaucoup de problèmes en Afrique avec le nombre d'enfants déscolarisés pour d'autres raisons. Est venu s'ajouter à ce lot ces enfants qui étaient à l'école, mais qui ne sont plus à l'école à cause de cette fermeture. La conséquence immédiate, c'est que c'est le désapprentissage. Quand on est à la maison, et puis plus l'on s'apprend, les enfants vont désapprendre et ça aura des effets sur leur retour potentiel à l'école. Mais ça va plus loin que ça. Il y a des risques des grossesses, par exemple, pour les adolescentes qui ne sont plus à l'école, qui sont à la maison, des risques de mariage précoce, des risques d'exploitation d'enfants pour d'autres fins parce qu'ils ne sont plus à l'école. Et il y a un certain nombre d'interruptions des services comme la vaccination. Souvent, on utilise les établissements scolaires ou les universités pour pouvoir vacciner les enfants. Il y a des écoles qui ont ce qu'on appelle des cantines scolaires. Donc, si les enfants restent à la maison, ils n'ont plus accès à cette alimentation-là. Et il y a aussi certains soutiens psychosociaux qui sont faits dans le milieu scolaire auxquels ils n'ont plus accès. Voilà un petit peu les conséquences immédiates. Et à long terme, c'est vraiment creuser les inégalités parce qu'en essayant de mettre en place des mesures pour l'enseignement à distance, eh bien, ça limite l'accès à cet enseignement à ceux qui ont la possibilité d'avoir accès à cette série de mesures qui sont mises en place. Voilà un petit peu, en gros, les effets de la fermeture des écoles. L'UNESCO, premièrement, prenant la mesure de ce phénomène qui est mondial, ce phénomène qui a commencé en Asie, comme je le disais, en Europe, finalement en Afrique et partout au monde, c'est à peu près 1,5 milliard d'enfants qui ont été affectés par ça. Donc, qui étaient à l'école, mais qui doivent rester à l'école. Et sur le continent africain, on parle d'à peu près 300 millions d'enfants qui ont été affectés. Donc, la première réaction de l'UNESCO, c'était de mettre en place une coalition mondiale pour essayer de penser à accompagner les États membres dans la réponse à cette crise sanitaire reliée à la fermeture des écoles. Cette coalition met ensemble une série d'intervenants, des partenaires, incluant les agences du système des Nations Unies, mais aussi un certain nombre d'organisations internationales comme l'OIF, la francophonie, comme l'OCDE, comme certaines organisations sous-régionales, que ce soit en Afrique ou ailleurs, mais aussi et surtout des entreprises, des intervenants qui travaillent dans les solutions numériques. Nous avons des noms comme Microsoft qui sont avec nous, nous avons Huawei et puis les autres fournisseurs de services numériques qui permettent l'enseignement à distance. Voilà la première réaction. La deuxième
comme l'action se passe au niveau des pays, c'était de travailler, d'aider les pays à développer des plans de riposte. Ils avaient des plans, ces pays de continuité scolaire qui existaient. Et maintenant, avec cette crise, il fallait réviser ces plans-là. Donc, il y a eu des plans de contingence pour la riposte sur lesquels nous avons aidé nos pays membres à préparer. Mais aussi et surtout, revenir maintenant à cette continuité pédagogique qu'on voudrait assurer, c'est quels moyens on va utiliser à partir de la maison pour pouvoir assurer cette continuité. Nous prenons à l'UNESCO pas une solution, mais un ensemble de solutions. C'est la radio, la télévision et des plateformes numériques. Pourquoi une combinaison de ces solutions? C'est parce que, comme vous le savez, nous sommes à l'ère des objectifs de développement durable et le principe fondamental, c'est de ne laisser personne pour compte. Si nous limitons ces solutions à la télévision ou à la radio, eh bien, les ménages qui n'ont accès ni à la télé ni à la radio vont être laissés pour compte. Donc, nous combinons avec des outils numériques. Là aussi, ça va être limité à des ménages qui ont un accès à la plateforme Internet. Voilà pourquoi nous prônons aussi d'aller aussi loin que photocopier le matériel qui est utilisé à la télévision ou à la radio ou sur les plateformes numériques et pouvoir les distribuer dans les zones rurales où les familles n'ont accès ni à la télévision, ni à la radio, ni à Internet. Mais il fallait aussi former les enseignants pour pouvoir jouer ce nouveau rôle. Un enseignant qui enseigne devant une classe de 40 ou 80 personnes, ce n'est pas la même chose que donner un cours devant une caméra, devant une classe vide. Donc, il fallait former nos enseignants à pouvoir dispenser les cours par radio ou par Internet. Sur les plateformes numériques, il fallait que les enseignants puissent créer des classes virtuelles. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on crée des classes virtuelles. Il fallait assurer la formation de ces enseignants-là. Il fallait aussi s'assurer que le contenu qui est homologué par le gouvernement soit utilisé pour les différentes classes. Et en ce moment-là, il fallait prendre ce contenu qui existe sous plusieurs formes et pouvoir le numériser. Voilà un peu le genre de choses que l'UNESCO a fait. Aussi, mettre ensemble les différentes parties prenantes qui font partie de la coalition mondiale à laquelle j'ai fait allusion, créer cette même coalition au niveau de pays. Par exemple, au niveau du Sénégal, nous avons créé une coalition où il y a les agences du système des Nations Unies comme l'UNICEF, le HCR, l'UNESCO, mais aussi on a travaillé avec Microsoft, on est en train de travailler avec Huawei. Voilà en gros une série de choses que nous avons mises à place pour aider les pays dans cette situation. La première conséquence d'une année blanche, c'est le désapprentissage. Les enfants étaient à l'école, ils étaient en train d'apprendre et de pouvoir explorer la possibilité d'aller au cycle suivant ou dans la classe immédiatement après. Le tout dépendant de combien de temps cette crise peut durer, cette fermeture d'école peut durer dans un pays, l'enfant apprendre à partir de la maison n'est pas la même chose qu'apprendre dans un environnement en classe. Il risque d'y avoir un désapprentissage, en ce sens que si on ne maintient pas le rythme, le même rythme qu'on avait quand l'enfant était à l'école, eh bien, lorsque l'école va ouvrir, l'enfant aura désappris. Voilà donc la première conséquence d'une année blanche. Parce qu'il va falloir trouver des mécanismes, et pour les parents et pour les enseignants, pour assurer la continuité de cet apprentissage sous une forme ou une autre. Plus ça dure, plus la possibilité de désapprentissage est là, et la possibilité de perdre aussi beaucoup d'enfants qui n'auront plus le goût de revenir à l'école lorsqu'elle sera ouverte. Il y a aussi la possibilité d'avoir une augmentation des dépenses de l'État et des familles
Parce que figurez-vous que la population, elle continue à exister. Il y a toujours des naissances qui arrivent. Il y a une cohorte d'enfants qui était supposée entrer à l'école primaire. Et si on a une année blanche, donc nous allons nous retrouver avec des doublons. Les enfants qui étaient déjà en première année et ceux qui viennent d'arriver. Ça a beaucoup de conséquences sur le plan de l'encadrement des enseignants, sur le plan du budget. Et donc, ça touche et les parents et les États en même temps. Il y a aussi l'effet démoralisant. Si les enfants ont passé 6 mois sans aller à l'école, ça va être très difficile d'avoir la motivation pour revenir. Et finalement, un effet à long terme, c'est ce qu'on appelle l'effet sur le capital humain. Nous allons avoir un retard dans l'accumulation du capital qui permettrait à produire plus dans les futurs et développer nos pays. Cette pandémie, je pense qu'une des premières leçons apprises, c'est que lorsqu'on parlait de l'éducation à distance, lorsqu'on parlait de l'utilisation des technologies dans le domaine de l'éducation, c'était considéré par le passé comme un luxe, comme seulement une façon d'entrer à plein pied dans le 21e siècle. Cette crise aujourd'hui nous a démontré que ce n'est pas un luxe. Ça peut être une alternative lorsque nous n'avons pas la possibilité physiquement de nous rencontrer, enseignants, élèves et parents. Donc, il nous faut vraiment, pour le futur, commencer à intégrer les technologies de l'information et de la communication dans le curriculum normal, que ce soit l'enseignement des enfants ou alors la formation des enseignants eux-mêmes. Il nous faut aussi, je pense, une leçon apprise importante, c'est aussi, c'était une crise certes, mais ça a donné l'opportunité aux parents de pouvoir travailler avec leurs enfants parce qu'ils sont à la maison, de les aider. Et je pense que ce sont des habitudes qu'on a plus ou moins perdues parce que les enfants vont à l'école, sont encadrés par les enseignants. Maintenant, cette crise nous a ramenés à faire des devoirs avec nos enfants. C'est quelque chose qu'on ne devait pas limiter seulement à la période de crise, qu'on devrait continuer même lorsque le cursus normal est en cours. Nous devons finalement travailler sur des systèmes éducatifs qui sont résilients sur ce continent. Il ne faut pas attendre que les crises arrivent pour pouvoir essayer de résoudre les problèmes. Voilà les choses sur lesquelles nous nous attelons à travailler avec les ministres de l'Éducation nationale des différents pays. Nous avons, en tant qu'UNESCO, organisé une série de webinaires avec les ministres pour non seulement parler de la crise, mais commencer déjà à discuter de ce que nous ferons dans le futur. Et finalement, c'est toute une question d'éducation aussi à la santé. Ces mesures que nous observons maintenant, se laver les mains, éviter de tousser sans se protéger, toutes ces mesures, on ne devait pas attendre qu'il y ait des crises, c'est des mesures que nous devons adopter dans nos établissements scolaires, avoir des toilettes de qualité, se laver les mains, c'est des mesures que nous devons adopter tous les jours. Voilà un petit peu certaines des mesures sur lesquelles nous travaillons avec les gouvernements. Je vous remercie, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de parler non seulement du travail de l'UNESCO, mais aussi de tous les partenaires en appui à un point très important de notre marche vers le développement, les ODD, l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous ne pouvons pas y aller si nous n'avons pas un capital humain de qualité et cela passe par l'encadrement des enseignants et des apprenants.